bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir en ce lieu prestigieux. Et nous devons cette présence à Monsieur Labazé, le sénateur ici présent, qui est membre de la Commission des affaires sociales au Sénat et qui est président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et qui, de tout son parcours politique qui s'étale sur de nombreuses années, a montré son investissement et le soutien qu'il apportait et son investissement aux affaires sociales. Donc, je vais lui, sans plus d'embâche, je crois qu'il est pressé de surcroît, lui laisser la parole. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Rien n'était prévu, donc je n'ai rien préparé. C'est bien. Donc il y a comme un accent qui va vous choquer un peu, mais voilà, c'est un passage obligé. Voilà, je voudrais vous accueillir ici dans l'enceinte du Sénat, mise à disposition par la questure du Sénat et le président Jean-Pierre Bel. Et puis, très heureux de vous accueillir puisque je compte parmi mes collaboratrices directes à mon cabinet de président du Conseil général, Natacha Chartier, que vous connaissez, dont qu'un grand nombre connaît, voilà, et qui est ici présente et qui a été un petit peu l'instigateur de cette rencontre avec votre association, madame. Et donc, certes, je suis membre de la Commission des affaires sociales, mais ici, je suis plus tourné, c'est un petit peu en relation avec mon âge, vers disons, tout le dispositif des personnes âgées, puisque je serai sans doute rapporteur du texte de loi sur la préparation de la société au vieillissement. C'est un texte important qui doit venir à la fin de cette année, mais en même temps, en tant que président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, je suis très, très attentif et très attaché à ce qui est l'une de nos compétences obligatoires, qui est celui de l'enfance, de la PMI et de la famille. Voilà. Nous avons d'ailleurs adopté au niveau du Conseil général, il y a maintenant bientôt 2 ans, voilà, 2 ans au mois de juin, notre schéma enfance-famille a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée départementale, qui est pourtant diverse, ce qui veut dire que nous marquons un intérêt marqué et profond sur ces politiques de l'enfance. Notre département, en plus, connaît une croissance démographique importante chaque année. 4000 personnes arrivent dans notre département, donc nous sommes département transfrontalier, nous sommes, disons, donc voisins de l'Espagne, voisins de Portugal. Nous avons donc aussi à prendre en considération voilà, des préoccupations majeures comme les mineurs isolés étrangers. Je ne cite que ça comme problème. 8 enfants il y a quelques temps, nous en sommes à 40. Voilà, ça c'est une problématique. Nous sommes confrontés, et Natacha Chartier le sait très bien aussi, à un problème majeur de recrutement. Nous avons, pourtant nous sommes des départements très attractifs, après je m'arrêterai là, voilà. Mais voilà, tout le monde veut venir dans notre département, il y a la mer, la montagne, voilà, il y a tout. Et pourtant, nous avons les pires difficultés à recruter des médecins de PMI. Voilà, je ne pense pas que nous sommes le seul, et pour nous, c'est une difficulté majeure, voilà, parce qu'on a beau, disons, augmenter nos budgets, le corps des inspecteurs, etc. Disons, le schéma d'ailleurs dont je vais parler nous a permis cette mise à niveau, c'était une volonté politique, donc on consacrons des sommes importantes à ce niveau-là. Malheureusement, nous avons des déficits chroniques en termes justement de cadres et de médecins. Voilà. Donc s'il y a des vocations dans la salle, nous sommes preneurs immédiatement. En m'excusant d'avoir été un petit peu long et puis un petit peu décousu, mais j'étais très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter, disons, une très bonne matinée, parce que je suis rapporteur d'un texte de loi sur
l'économie réelle. Et on doit discuter, pas dans l'hémicycle, mais sur tous les amendements dans quelques instants. Et puis, si tout va bien, avant d'auditionner le ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure, je reviendrai faire un tour, mais subrepticement dans le fond de la salle. Oui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Labazé. Maintenant, nous passons la parole à Dominique Terre, qui est du collectif Construire ensemble la politique de l'enfance. Oui. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la création. Il est déjà créé, ce Conseil national pour construire ensemble une politique de l'enfance, et nous le rendons aujourd'hui public. C'est son annonce. Je voulais vous remercier d'être là tous et de venir partager avec nous ce moment si important de la prise en compte des soins de l'enfant, du souci que toute la génération que nous sommes avons dans la dette générationnelle, je dirais, de nous occuper des enfants et d'en avoir comme ça la responsabilité et d'assumer cette responsabilité. Donc nous partageons cela ce matin et j'en suis très heureuse. Ce mouvement a une histoire, il n'est pas né d'hier. Souvenons-nous, 2005, un certain rapport de l'INSERM qui a déclenché ce mouvement où plusieurs organisations, plusieurs dizaines d'organisations s'étaient rassemblées pour dire son opinion, sa conviction sur une certaine façon de s'occuper de l'enfant, de le prendre en compte et des politiques développées à son sujet. Ça a continué, nous avons les uns et les autres poursuivi sur ce chemin-là et à travers des colloques, des actions différentes. Mais les points importants que je voudrais rappeler ce matin, parce que nous en sommes issus d'une certaine façon, c'est en 2010, les états généreux de l'enfance qui venaient se construire en contrepartie des états généraux qui étaient proposés à l'époque et qui pour nous étaient une caricature de prise en charge des enfants. Et donc nous nous y sommes opposés de cette façon-là et nous avons donc en quelques, on va dire semaines, même pas quelques jours, colligé dans ce cahier de doléances tout ce qui, pour les organisations, d'une façon générale, qui s'occupaient de l'enfance, n'allait pas. Et nous l'avons fait savoir à ce moment-là, dans ce cahier de doléances et à travers les états généreux. Et puis, le fait de dénoncer, la dénonciation n'a pas suffi pour nous, la résistance, la défense de ce qui nous paraissait ou insupportable ou ne pas aller du tout, ne suffisait pas. Et donc, en janvier 2012, nous avons fait un forum de toutes ces associations et de celles qui voulaient bien s'y joindre. D'autres se sont jointes aux premières au fur et à mesure du temps. Et nous avons fait ce forum de ce qui marchait, c'est-à-dire de ce dont qui était la preuve que de fonctionner comme nous le souhaitions, comme nous le disions, comme nous le défendions régulièrement partout dans les régions, nationalement, localement, eh bien ça fonctionnait. Ça fonctionnait et que cette façon de travailler ensemble avait sa pertinence. Donc aujourd'hui, nous venons témoigner à la fois de cette pertinence, donner des conseils, enfin des solutions que nous allons demander, et puis oui, vous me montrez l'heure, Christine, il ne faut pas que je sois trop longue. Donc voilà, donc nous continuons de constater depuis toutes ces années qu'il y a un malaise grandissant qui est vécu par les enfants et les jeunes. Leurs parents et les professionnels qui sont autour d'eux, qui les entourent, en sont les témoins et s'en inquiètent de plus en plus. Or, nous constatons que les politiques actuelles, nationales, locales, relatives à l'enfance, et malgré leur bonne volonté affichée, ont des réponses préfabriquées, saupoudrées, morcelées, disons-nous. Or, face aux bouleversements économiques, culturels et sociaux, avec un renforcement des inégalités, quel avenir pour un pays sans une politique ambitieuse et cohérente pour l'enfance et la jeunesse ? Voilà pourquoi,
plus de 88 organisations, parce que c'était 88 le 11 novembre, le 11 janvier quand nous avons lancé les choses, mais ça y est, d'autres nous ont rejoints depuis. Des organisations familiales, professionnelles, gestionnaires, culturelles, concernant des champs variés comme l'éducation, le soin, la culture, les loisirs, le droit, la justice, proposent les moyens d'une nouvelle donne pour construire ensemble la politique de l'enfance. Donc, rassemblés au sein du collectif national Construire ensemble la politique de l'enfance, nous nous sommes appelés comme ça, elle lance un appel pour une véritable politique de l'enfance, de la jeunesse et de la petite enfance soit co-construite avec l'ensemble des acteurs concernés. Pour ce faire, elle propose la création, je vous le disais, d'un dispositif combinant 2 instances, le Conseil national de l'enfance, dont on vous parlera mieux tout à l'heure, et une instance interministérielle de l'enfance. Donc, nous rendons public ce jour cet appel adressé au président de la République, dont je sais qu'il a reçu la lettre, qu'ils n'ont pas eu le temps encore de nous répondre parce qu'ils l'ont reçu le 16 janvier, qu'il leur faut 1 mois pour pouvoir répondre. Et nous invitons les citoyens à s'en saisir et la société civile à jouer pleinement son rôle. Voilà. Et maintenant, nous accueillons Emma Lacloun, qui a beaucoup de choses à nous dire sur l'éducation. Donc, c'est à Emma Lacloun. Bonjour. Alors, il est où le monsieur sénateur qui a parlé? Parce que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il est reparti, d'accord, il est reparti. Ah oui, je te remercie, j'ai même une petite fiche. Alors en fait, c'est qui s'est assis là? C'est le Beans, j'ai pas la place, c'est toi Sylvia? Non, viens ici, enlève ce truc là, s'il te plaît, parce que quand même. Voilà, alors, bien, vous m'entendez bien? Je vous remercie, ils dorment, ils sont réveillés déjà, ça va. Alors en fait, je suis très intéressée, très flattée que vous m'avez invitée pour venir parler de qu'est-ce que c'est quoi l'éducation. Qu'est-ce que c'est quoi l'éducation? D'ailleurs, vous avez bien eu raison parce que sur le sujet quand même. Vous voulez que je me mette debout, vous ne me voyez pas? Moi, je me mets debout, tu me demandes, je le fais, gadon. Eh, monsieur, à la sono, ça va si je mets le micro comme ça, je ne vais pas le gâcher? Non, ça va? Bien. Alors en fait, je peux boire un petit peu d'eau, ça vous en est? Oui. Un petit peu d'eau, je me sers parce que ça va durer 4 heures. Préparez le verre, là. Voilà. J'ai quelques mesures à vous proposer. Juste, je bois un petit coup d'abord. Elle est bonne, c'est de l'évian. Ils sponsorisent le CEP? Non? Rien du tout. Alors en fait, comment éduquer un enfant? Je pense que c'est la question qu'on se pose tous. Alors en fait, d'abord, je me demande qu'est-ce que c'est quoi l'éducation? Je ne sais pas si vous avez réfléchi, le CEP. Mais alors moi, je résumerais en disant que éduquer un enfant, c'est donner de la connaissance et des bonnes manières pour faire que l'enfant devienne un adulte qui gagne correctement sa vie sans déranger ses voisins. C'est ça que... Je pense que c'est bien résumé. Alors en fait, pour éduquer, j'ai des petites idées. Alors je pense qu'il faut commencer le boulot dès le bébé dans le ventre de la maman, dès le fœtus. Dès le fœtus, parce qu'on sait aujourd'hui que tout ce que mange la maman, ça va dans le liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus. On le sait, c'est prouvé depuis longtemps. Donc, il faut que la maman mange beaucoup de plats agrémentés de pâtes en forme de lettres. De pâtes en forme de lettres, ce qui fait que dans le liquide amniotique, le fœtus pourra déjà commencer à apprendre l'alphabet. C'est déjà ça de gagner. En plus, j'ai une super... Oh, il tient bien le lustre, là, j'ai peur des fois. Ça va, il tient bien? Il tient bien. Parce qu'en plus, il existe aussi des pâtes en forme de chiffres. Très important, les chiffres. Bien. Alors ça, c'est pour l'éducation. Hein. C'est tout ce que je peux dire pour l'éducation. Maintenant, je vais parler de tout ce qui concerne les bonnes manières. Parce que ça, il y a du boulot. C'est pas gagné. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai pensé aux nouvelles technologies. Très intéressant, le domaine de l'éducation, les nouvelles technologies. Je pense spécialement à la couche. À la couche culotte, n'est-ce pas, qui pourrait être, comment dire, composée en nanotechnologie, voyez. Et alors, par exemple, si le bébé, il fait tomber malencontreusement, parce que les bébés, ça ne fait pas exprès. Après, oui, ça fait exprès. Mais le bébé, il ne fait pas exprès. Il fait tomber malencontreusement un objet de valeur qui se brise. Par exemple, le vase sur le guéridon à l'entrée de la maison, voyez. Et bien, il pourrait y avoir dans la couche, en nanotechnologie, des petits récepteurs, n'est-ce pas, qui détectent quand il y a bêtise, n'est-ce pas, et qui enverraient une petite décharge. Non, une petite décharge au nourrisson, n'est-ce pas,
pour juste lui apprendre à faire attention aux objets, parce que ça c'est important. Et surtout ceux qui sont sur le guéridon à l'entrée de la maison, parce que c'est quand même la première chose que les gens y voient quand ils sont invités dans la maison, hein, l'entrée. Voilà. Alors ensuite, je me suis demandé combien de temps passe un bébé avec son biberon. Des heures! Des centaines d'heures! Le bébé, il a son biberon, des centaines d'heures. Alors moi j'ai pensé, je ne sais pas ce que vous en pensez, le CEP, j'ai pensé qu'on pourrait incruster sur la paroi du biberon, un dessin évidemment assez simplifié, parce qu'on a affaire à un bébé quand même, il faut arriver non plus, un dessin simplifié, le règlement intérieur du jardin d'enfants. Ce qui fait qu'en fait, dès le début, pendant des années, pendant plusieurs mois, des mois et des mois, il aurait devant lui comme ça tout le règlement intérieur, ce qui fait qu'il serait prêt. Au moment d'aller dans la crèche, il serait prêt, il aurait du respect déjà pour ne pas nuire à ses camarades et au fonctionnement de l'usine. Pardon, excusez-moi, je vois. Je sais pas pourquoi j'ai dit usine, pardon. De la crèche, autant pour moi, excusez-moi, de la crèche. Alors ensuite, j'ai pensé, pour éduquer un enfant, j'ai pensé à la réintroduction du martinet, du bonnet d'âne et du tirage d'oreille, mais dès la maternelle, avec évidemment l'obligation de continuer le travail à la maison pour ne pas gâcher le boulot de la journée. Ah non, je blague, ça c'est une blague, hein, ça c'est pas vrai. Hein. Là c'était une blague pour détendre un petit peu l'atmosphère du Sénat. Alors j'ai également pensé que dans les cours, à l'école primaire, dans les cours de récréation, alors une petite parenthèse, j'ai un tout petit problème au niveau du mot récréation, parce que dans le mot récréation, il y a création, ça me dérange un tout petit peu. Ça peut inciter, non, je veux dire, ça peut inciter, ça peut inciter. Alors je propose qu'on rebaptise cours de révision, par exemple. Hein? Alors donc, il pourrait y avoir dans les cours de révision des radars, hein, comme sur les routes, comme ça, qui permettraient comme ça de choper les enfants qui courent sans but, par exemple, ceux qui jouent au ballon sans règles, ceux, par exemple, qui écrivent sur même la cour de l'école, ou bien celles surtout, celles qui chantent à tue-tête. Petite parenthèse encore, chanter à tue-tête, il y a quand même dedans le mot « tu ». Je dirais rien, voilà, vous avez compris. Faire attention quand même. Hein. Alors ensuite, l'éducation au collège. Bon, alors l'éducation au collège, il y a beaucoup de temps passé dans les couloirs, dans les collèges, ça c'est connu, hein, les adolescents ils passent beaucoup de temps dans les couloirs, donc je propose qu'on installe des petits diffuseurs d'ultrasons, qui dévieraient les adolescents mauvaises intentions d'actes prohibitables, parce qu'ils sont vraiment régulièrement amenés à faire des actes prohibitables. Comme ça, ils finiraient par ne plus du tout avoir envie de commettre quoi que ce soit. Parce qu'en général, il faut savoir que l'aigu, ça irrite un petit peu la volonté. Hein. La volonté. Ce qui fait qu'au lycée, finalement, après tout ce parcours depuis le fouettus, il n'y aurait pas de problème. Tout roulerait comme ça, comme sur des roulettes, il n'y aurait rien à préparer. Ce qui en fera des adultes absolument dans le cadre, heureux parce qu'ils n'auront pas le choix, et tout ce qui aura été investi dans l'organisation de cette éducation aura porté ses fruits. Retour sur investissement. Très important. Alors, j'avoue quand même que j'ai regardé dans le dictionnaire l'étymologisme d'éduquer. Et en fait, c'est du latin, ça vient du latin ex ducere, conduire hors. Mais j'ai pas compris. Voilà, je pense que c'est tout dit. Merci beaucoup. Ça va aller, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va vous demander. Hein, voilà. Voilà, à bientôt. Est-ce que je peux faire juste des animaux pour détendre l'atmosphère un petit peu avant d'enchaîner? Je vais vous faire des animaux, vite fait comme ça, je vous les donne. Je vais faire des animaux. Premier animal, le cygne. Non, c'est pas un vrai animal. Premier vrai animal, le lion. Qui a vraiment besoin. Ah, c'est coquette, cette petite... Le lion. Un vampire. Merde. Deuxième animal, la chèvre. C'est pas parce que je te regarde, hein, toi qui te gondole. Non, c'est pas un lapin. Hein, n'importe quoi, un lapin. Pourquoi pas un castor pendant que tu dis n'importe quoi. Non, s'il vous plaît, au Sénat, c'est moi qui suis à l'intérieur et je sais ce que je fais, d'accord? C'est une chèvre, pour la dame qui se gondole. Tu veux vraiment pas que c'est vraiment pas un lapin? Troisième et dernier animal avant de m'en aller, le poisson! J'adore le poisson.
Eh bien, merci. Merci à Emma Lacloun d'être là, de nous soutenir dans ce projet. Sachez que, avec ces spectacles, elle nous fait penser à la complexité des humains, de l'enfance, de la naissance à la mort, comme elle nous l'a montré là. Donc, merci à Emma qui est partie. Et maintenant, donc, ça va être au tour de Karine Métayer qui va nous présenter ce projet ambitieux. Nous précisons, Karine, quand même, la présence. Du collectif Construire ensemble la politique de l'enfance. Et qui est une juriste spécialiste dans le droit de la famille. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce lancement de cette initiative. Je voulais commencer déjà par quelques constats. Nous, acteurs professionnels de l'enfance, constatons sur le terrain une fragilisation sociale des familles, une complexification de la situation de certains enfants qui cumulent un certain nombre de problématiques, fragilisation, voire rupture familiale, difficultés scolaires, problèmes psychologiques, voire parfois même problématiques interculturelles. À cela s'ajoute aussi, est constaté par un certain nombre de professionnels, l'aggravation de pathologies et des symptômes. On constate également un discours de plus en plus négatif par les médias sur les enfants et la place à laquelle la société les assigne, en particulier pour les jeunes les plus en difficulté qui ont pu poser un acte de délinquance. Une insuffisance de moyens humains et matériels. Alors, je peux citer les CMP, les CMPP, les PMI, les associations de protection de l'enfance, certains dispositifs de la justice des mineurs, et je ne serai pas exhaustive. Certains enfants échappent, voire sont complètement exclus des dispositifs, parfois par manque de place, notamment pour les enfants en situation de handicap, ou sont relayés, renvoyés d'un dispositif à un autre, les fameuses patates chaudes qui mettent à mal les dispositifs et nos institutions. Tout cela pose la question de l'enjeu de la cohérence et de la continuité du parcours du jeune, notamment dans les ITEP, entre l'école et la protection de l'enfance, et l'absence de coordination de certaines politiques où plus personne n'intervient. Je pense notamment à la fin du dispositif jeunes majeurs ou à la question des mineurs étrangers isolés qui sont renvoyés aujourd'hui entre les conseils généraux et l'État. Certains d'entre nous ont également pointé la nécessité de former des professionnels de manière spécialisée. Prendre en charge un tout petit et prendre en charge un adolescent, ce n'est pas la même chose, notamment dans les hôpitaux. Tout ça pour dire que nous constatons l'absence de coordination nationale entre ministères, entre les services, pour les services de PMI par exemple, entre le ministère de la Santé et de la Famille. Face à tous ces enjeux, une concertation aléatoire des pouvoirs publics, une consultation, bien souvent, ne suffit plus. Nous demandons, et tout cela nécessite un cadre pérenne et permanent. Alors si certains constats sont parfois inquiétants, voire dramatiques, au quotidien, sur les territoires, de nombreux professionnels et élus intervenant auprès des enfants, ainsi que de nombreux parents, dans la diversité de leurs compétences, de leurs expériences et de leurs pratiques, inventent des réponses concertées. Les uns pour accompagner le développement de chaque enfant dans sa singularité et soutenir ceux qui en ont besoin, sans les stigmatiser, ni les enfermer dans des diagnostics prédictifs. Les autres pour mettre en place des projets locaux et globaux en matière d'éducation et de loisirs notamment. Tous font ainsi la preuve qu'une autre logique est possible, différente de celle qui a été à l'œuvre depuis une dizaine d'années et présentait la jeunesse comme un problème, rendait les familles seules responsables des difficultés de leurs enfants, au point de les stigmatiser financièrement, et prétendait protéger la société par la sélection des plus méritants, la contention et la mise à l'écart de ceux qui posent problème, ou le contrôle de plus en plus précoce des comportements. Lors du forum dont a fait état Dominique pour la prévention prévenante en petite enfance, organisé en 2012, de nombreux témoignages d'initiatives vivantes et multiformes, existant en de nombreux points sur le territoire national, ont été apportés. De même, depuis plus de 10 ans, les concepteurs et acteurs de projets locaux en matière d'éducation présentent, analysent et diffusent les réalisations que permettent leur coordination large et systématisée
à l'échelle des territoires communaux et intercommunaux. Ces initiatives constituent autant d'alternatives crédibles pour d'autres conceptions humanisantes et éthiques, la matrice d'une politique renouvelée de l'enfance. Il est donc urgent de sortir d'un fonctionnement en silo de nos dispositifs, des professionnels et d'un cloisonnement des administrations. Arrêtons de saucissonner, de découper la prise en charge des enfants et des jeunes. Ayons le courage de dire stop et proposons autre chose, d'autres modalités de faire ensemble. Donnons-nous les moyens humains et matériels de faire autrement et de faire de l'enfance et de la jeunesse une réelle priorité. Capitalisons, mutualisons là où ça marche, les expériences innovantes, telles que ça a pu être proposé par certains d'entre nous. Construisons plus de ponts, développons les passerelles entre nos institutions, nos disciplines et nos compétences. Ayons confiance en notre intelligence collective. À plusieurs, nous sommes plus forts, plus inventifs, plus créatifs. Et ne nous comportons pas, comme on peut le voir parfois, en concurrents ou en étrangers sur les territoires. Adaptons-nous, décalons-nous, afin que l'enfant n'ait pas à le faire. Faisons confiance en notre capacité de construire ensemble en pensant la complexité et en sortant de l'immédiateté de certaines réponses. Prenons le temps d'élaborer ensemble des diagnostics fins et partager sur les territoires pour mettre ensuite en place des réponses adaptées. Les membres des cabinets ministériels, les hauts fonctionnaires en général, redoutent parfois de rassembler les différents protagonismes autour d'un problème commun pour un véritable débat contradictoire et démocratique. L'initiative du CEPE démontre que la complémentarité des approches et la co-construction est non seulement possible, mais fructueuse, ce qui est évidence pour certains dont nous sommes, l'est beaucoup moins pour d'autres, en particulier lorsque les fonctions sont parasitées par des enjeux de pouvoir. Je reprendrai les quelques mots d'Ariane Ouchkine dans ses vœux de Mediapart. Ouvrons les laboratoires et rejoignons ceux, innombrables déjà, où à tant de questions et de problèmes, des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique avec audace et prudence, avec confiance et exigence. Après plusieurs mois et années de travail ensemble, de tissage, de maillage, nous, citoyens, parents, professionnels engagés de l'enfance, rassemblés au sein du collectif national CEPE, lançons cet appel pour une véritable politique de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse et demandons la création d'un dispositif national pour l'enfance composé de 2 instances, un Conseil national pour l'enfance et une instance ministérielle à l'enfance, dont les contours restent à construire, mais dont nous tenons à vous donner quelques éléments ce matin. Concernant le Conseil national de l'enfance, nous souhaitons tout d'abord que ce Conseil soit indépendant, mais rattaché au Premier ministre. À l'instar du Conseil national de lutte contre les exclusions ou du CNCPH dans le champ du handicap, ce Conseil national de l'enfance permettrait d'assurer une concertation permanente et régulière entre tous les acteurs du champ de l'enfance. Ces missions pourraient être les suivantes. Examiner de sa propre initiative toute question touchant au domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Émettre des avis sur tout projet ou proposition de loi, programme ou étude envisagés dans ces domaines sur consultation du gouvernement. Assurer une mission d'observation, de vigilance, voire d'alerte et de plaidoyer. Être force de proposition et faire des recommandations. Identifier, recenser, diffuser les expériences européennes, nationales ou territoriales concourant à des pratiques ou des politiques prévenantes et chaque fois que possible participatives dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse. Contribuer au recueil, à l'extension, à l'approfondissement et à la diffusion des connaissances sur l'enfance et la jeunesse, faire ou faire réaliser des études sur ces questions, animer les réflexions sur les coordinations des politiques touchant à l'enfance, établir un rapport annuel, le diffuser et le valoriser et organiser des sollicitations des enfants et des jeunes eux-mêmes. Ce conseil, bien sûr, disposerait de moyens logistiques indispensables à sa mise en œuvre et serait ouvert à tous les acteurs de l'enfance, en articulation avec les administrations compétentes.
Pour ce qui est de l'instance ministérielle à l'enfance, comme une des recommandations de 2009 du Comité des droits de l'enfant de Genève le préconisait, l'objectif, c'est que cette instance interministérielle impulse une politique forte à l'action gouvernementale et publique pour l'enfance au niveau national. Cette instance devrait impérativement également être placée auprès du Premier ministre et non d'un ministère, dans un souci de pouvoir coordonner tous les ministères compétents. Ces missions pourraient être d'apporter au gouvernement son concours à une définition de cette politique, de coordonner l'action des différents ministères sous l'autorité du Premier ministre, d'initier ou d'associer à la définition de tout projet de texte relatif à la politique de l'enfance et d'organiser la collecte des informations à l'échelle européenne, nationale ou des collectivités territoriales. Voilà. Et puis on pourra revenir dessus dans vos différentes questions. Donc ça va être la parole à Claude Martin, qui va... Voilà, Claude Martin, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de lien social et santé, donc à l'École des hautes études, en santé publique. Et vous travaillez notamment, enfin vous faites une étude comparative sur les politiques de l'enfance, les risques sociaux et la parentalité. Et également, vous travaillez sur les politiques de prise en charge de la petite enfance. Donc c'est à vous. Merci de nous soutenir dans ce projet. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites de me donner la parole immédiatement. Encore que, heureusement, il y a eu Emma Lacloun qui a dit un certain nombre de mots-clés très inspirants sur les pistes. Je retiendrai d'ailleurs celui sur l'investissement ou le rendement à terme, en quelque sorte, d'une politique de l'enfance. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est en effet l'importance que je vois à tenter de dépasser une des difficultés dans le domaine de l'action publique qui est fréquent, qui est bien sûr le fait d'intégrer ou de coordonner ce qui est réalisé de longue date par de nombreuses institutions. Quand on regarde la France de loin, ou en tous les cas de l'étranger, ce qui frappe beaucoup nos collègues, c'est souvent le paradoxe suivant. D'une part, on est un des pays qui est considéré comme ayant très tôt et beaucoup investi dans une politique publique de l'enfance. La meilleure preuve, c'est l'expérience de l'école maternelle. Il n'y a pratiquement que les Belges qui ont avec nous, à peu près au même moment, à l'époque de Madame de Kergomar et de la Troisième République, considéré qu'il fallait préparer les enfants à l'école le plus tôt possible, dans une logique qui était au départ assez sociale et qui a été prolongée par cette particularité française d'avoir investi dans l'école maternelle. On est réputé également pour avoir assez tôt défini une politique de la petite enfance sur le mode des systèmes de garde et de la variété de nos systèmes de garde. En même temps, les collègues perçoivent aussi la complexité de l'histoire. Le fait d'avoir commencé très tôt est peut-être ce qui explique aussi cette pâte feuilletée, cette sédimentation historique de nos systèmes qui s'empilent les uns sur les autres et qui posent des problèmes d'intégration. Le fait d'avoir une réponse intégrée, c'est par exemple l'initiative qui est prise aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait frappant. Nous avons un besoin de coordonner de très nombreux dispositifs qui sont autant d'éléments d'un labyrinthe dans lequel et les enfants et les parents sont confrontés. J'essaierai de prendre un court exemple tout à l'heure, mais je crois qu'il est absolument symptomatique que dès que nous butons sur des difficultés, nous rencontrons ce labyrinthe. Et il y a quelque chose comme, non pas un excès d'offres, mais une insuffisance d'intégration. Probablement que nos messages ne sont pas assez clairs pour que ni les usagers, ni nos collègues étrangers ne parviennent à se repérer dans notre pâte feuilletée. Ça, c'est tout à fait frappant. Alors, bien sûr, on pourrait dire cette initiative, est-ce qu'elle arrive au bon moment ? Une partie de nous-mêmes dit oui. C'est la preuve, c'est que bien entendu, on a fait de la jeunesse, enfin la présidence de la République et le candidat à la présidence de la République avait fait de la jeunesse une priorité absolue.
Et bien sûr, l'enfance débouche sur la jeunesse, qui débouche sur l'âge adulte. Au fond, cela voulait dire avoir une attitude de prévention, c'est-à-dire d'essayer de fabriquer du bien-être en créant les conditions de possibilité pour que ces enfants deviennent des adolescents et des jeunes éprouvant davantage de bien-être et du coup deviennent des adultes. C'est en ça qu'on retrouve les propos d'Emma Lacloun. C'est commencer tôt pour essayer de créer ces conditions de possibilité, cet investissement social. Je reprends cette expression parce qu'elle est utilisée par beaucoup de comparatistes aujourd'hui pour parler de l'avenir de nos systèmes de protection sociale. Et ils utilisent cette expression d'investissement social, une expression économiciste, si on peut dire, c'est-à-dire une sorte de logique de banquier qui dirait il vaut mieux investir tôt pour éviter les dépenses majeures qui pourraient survenir en cas de difficulté. Il est vrai qu'il est beaucoup plus difficile, si j'ose dire, de réparer l'adulte qui a subi toutes sortes de difficultés que de prévenir, évidemment, ces obstacles au départ. Ça, c'est tout à fait évident. Et c'est la logique de ceux qui disent aujourd'hui, la protection sociale, c'est une forme d'investissement social. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont justement des investissements. Dépenser beaucoup pour prendre en charge le plus tôt possible la petite enfance, c'est dans une logique économique, encore une fois, pour ces évaluateurs de la protection sociale, faire en sorte que les femmes puissent s'engager plus tôt sur le marché du travail et éviter une division du travail globale qui fait qu'à elles la charge de l'enfant petit, à l'homme d'être le bon pourvoyeur. Nous ne sommes plus dans ce monde-là, donc développer la réponse à la prise en charge de la petite enfance et permettre cette forme d'investissement. C'est rendre aussi soutenable le financement de la protection sociale, puisque précisément on aura davantage d'individus qui travaillent et qui cotisent. Donc c'est aussi éviter à terme les difficultés d'enfants qui sont à problème ou en rencontrant des difficultés. Donc ils font des calculs, ces défenseurs de l'investissement social, qui consistent à dire voilà les dépenses que nous aurions évitées si nous avions au fond investi plus tôt dans l'enfance. Donc ça c'est un signe des temps. Pour autant, on voit bien que beaucoup de choses, paradoxalement, du présent, vont complètement à l'encontre de cette logique d'investissement social. La première d'entre elles étant d'ailleurs de considérer la protection sociale comme un coût et non pas du tout comme un investissement. Le fait de considérer que les prestations sociales sont des dépenses et jamais, au fond, des éléments du salaire socialisé, c'est une façon d'aller à l'encontre de cette vision. Ça, c'est tout à fait frappant. Donc, on n'est pas débarrassé de beaucoup de paradoxes. Vous voyez qu'on peut dire en même temps, aujourd'hui, qu'on souhaite, bien entendu, développer et garantir la protection sociale, en même temps qu'on a complètement intégré que la protection sociale, c'est d'abord une dépense. Ça n'est pas un investissement. Donc là, c'est le paradoxe dans lequel nous sommes. Je crois qu'au moment où nous nous adressons à la présidence de la République et au gouvernement et aux fonctionnaires, je crois qu'il faudrait défendre qu'en effet, on devrait concevoir qu'il ne s'agit pas d'augmenter des dépenses, mais de mieux intégrer ce que nous faisons déjà et de ne pas le concevoir comme une dépense. C'est tout à fait important. Alors, l'autre chose, c'est de privilégier le bien-être et les indicateurs de bien-être. Et j'ai l'impression que dans ce que vous défendez, dans ce que nous défendons, il y a l'idée qu'il faut privilégier le bien-être. Et une des choses qui nous frappe quand on regarde encore une fois la France de l'étranger, à cause par exemple, de ce qui se passe quand on a les résultats de la dernière enquête PISA, où on voit que nous avons à la fois un système éducatif qui a une longue histoire, qui est une immense ambition, qui a un coût formidable, et en même temps qui a des résultats pour le moins contrastés. Et parmi les éléments, on a envie de dire peut-être que nous n'avons pas suffisamment privilégié le bien-être pour l'avenir de ces enfants. Si on privilégie le bien-être, je crois qu'on réalisera sans doute qu'il faut baisser la pression qui s'exerce sur les enfants et qui est relayée par les parents et qui est relayée par les enseignants
et qui est relayé par l'enseignement supérieur et qui ne cesse au fond de fabriquer ce mal-être. Donc j'espère que ces quelques mots vous donneront une idée de la conviction que j'ai que c'est tout à fait crucial de mieux coordonner nos dispositifs, de privilégier les expérimentations, de créer des conditions pour que nous agissions plutôt de concert et de façon peut-être moins segmentée. J'espère que cette rencontre servira. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude Martin. Merci. Donc, effectivement, ouais. Privilégier le bien-être. Et nous allons passer maintenant la parole à Bernard Goltz, qui, lui, est pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Enfants Necker, Enfants Malades, et également professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes Paris 5. Vous êtes aussi président de l'association Pickler-Lotzi France et depuis longtemps, vous êtes membre du Conseil supérieur de l'adoption. Voilà, et vous plaidez haut et fort pour considérer l'enfant comme un citoyen à part entière, ce que nous aussi nous portons haut et fort. Donc merci à vous d'être là, c'est à vous. Je fais partie de Pas de zéro de conduite aussi, il faut le dire. Ah, et du collectif Pas de zéro de conduite. Ah, oui. Voilà. Et oui, c'est peut-être mon titre de gloire le plus important. Voilà. Exactement. Voilà. Je le dis sérieusement. Alors, en tout cas, merci beaucoup de cette invitation à prendre position. Et moi, bien entendu, je me joins sans aucune réserve, avec beaucoup de plaisir, d'intensité, de dynamisme, d'énergie, à cette initiative qui me paraît extrêmement importante, une initiative citoyenne, où on montre qu'à partir du terrain, on peut rassembler un certain nombre de choses et essayer de proposer, d'insister pour aller dans le sens d'une meilleure coordination. Je crois que c'est un mot qui est déjà apparu. Alors ça va être difficile effectivement d'être plus percutant que ne l'a été Emma Lecloun, qui a dit des choses de fond, et qui vont sans doute être en filigrane des différents propos. Bon, vous avez rappelé que j'étais pédiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. En tout cas, là, je pense que mon intervention se fait dans la perspective de ce qu'on appelle la santé mentale des enfants en tant que pédopsychiatre. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de choses à faire valoir. Et je crois que pour les faire valoir, il ne faut pas simplement râler. Il faut voir où sont les difficultés. Il y a des difficultés qui appartiennent à l'environnement. Il y a des difficultés aussi qui appartiennent à l'enfance elle-même et à l'histoire, comme l'a très bien rappelé mon prédécesseur. Alors d'abord, il y a une difficulté, c'est que ce qu'on appelle l'intérêt premier de l'enfant, c'est extrêmement difficile. C'est une très belle notion, mais c'est extrêmement difficile de bien la cerner. Actuellement, depuis un certain temps, la défenseure des droits des enfants, Marie Dorin, a organisé des groupes de travail transdisciplinaires autour de cette question. On voit bien que c'est pas simple. On a tous envie de s'y référer, mais l'intérêt premier des enfants, il dépend de beaucoup de choses. C'est pas une entité homogène. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend des époques, ça dépend des pays, des contextes socioculturels. Donc c'est un concept difficile. La deuxième chose qui nous gêne aussi en ce moment, je crois, c'est que il y a quand même dans l'air, si je puis dire, une espèce de triple culture de l'expertise, de la rapidité et du résultat qui, ça a été un petit peu évoqué par mon prédécesseur aussi, qui pèse sur les enfants et les personnes qui prennent soin des enfants. La culture de l'expertise, c'est quelque chose qui disqualifie profondément les parents. Je veux dire, pour un parent, penser qu'il y a toujours quelqu'un d'autre ailleurs qui sait mieux ce qu'il faudrait faire avec son enfant, c'est pas raisonnable. La culture de la rapidité qui disqualifie les rythmes propres du développement de l'enfant et de ses apprentissages, qui disqualifie la possibilité pour l'enfant de chercher son chemin et d'exploiter ses potentialités à son propre rythme. Pickler-Lotzi insiste beaucoup sur le respect des rythmes propres de l'enfant. C'est quelque chose qui pèse aussi beaucoup. Et la culture de résultat dont on nous bassine quand même depuis au moins 10 ou 20 ans, ça disqualifie les processus qualitatifs d'apprentissage. La question, c'est pas seulement de savoir faire ou de pas savoir faire, c'est comment on s'avance
pour savoir faire, et chaque enfant a ses façons différentes et personnelles d'entrer et de déployer ses processus d'apprentissage. Donc cette triple culture, et surtout celle de la rapidité, nous gêne aussi pour tout ça, parce que parmi les droits de l'enfant, il va falloir plaider pour un droit à l'enfance. Les bébés doivent avoir le temps suffisant d'être des bébés, les enfants doivent avoir le temps suffisant d'être des enfants, les adolescents doivent avoir le temps suffisant d'être des adolescents. Si chaque étage est raté, on est sûr que la maison ne tiendra pas debout. Alors ça, c'est quand même un arrière-plan, parce que la pédopsychiatrie, c'est pas une science comme ça dans l'absolu, c'est pas des mathématiques. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, on est pris dans un certain contexte socio-culturel, et il faut vraiment qu'on l'ait en tête pour pouvoir s'en démarquer un tout petit peu et réfléchir à la source de nos difficultés. Alors ensuite, il y a quand même une difficulté, une richesse aussi, un point qu'il faut vraiment souligner, qui appartient à l'enfant humain. Et il faut moi, en ce moment, je rappelle chaque fois que je peux, haut et fort, que le bébé humain est le bébé mammifère le plus inachevé qui existe sur Terre. Voilà. Même quand il naît à terme et que tout va bien, à 9 mois de grossesse, après 9 mois de grossesse, contrairement aux bébés d'autres espèces, il n'est pas du tout achevé, il n'est pas construit. Il y a une immaturité physiologique humaine fondamentale, une néoténie, peu importe le terme, un inachèvement physiologique du bébé peut être lié à l'évolution, au fait que l'accès à la station bipède ne permet pas un trimestre de plus de la grossesse. Mais ce n'est pas une question d'un trimestre. De toute façon, le bébé naît avec un cerveau inachevé. Voilà. Donc il a commencé certaines choses in utero, bien entendu, il y a une grande continuité entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine, le bébé, tout ça s'enchaîne, d'accord, il a commencé certaines choses in utero, notamment la mise en place de ces appareils sensoriels, mais il va lui falloir encore, et en ce moment les idées évoluent beaucoup d'ailleurs, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être plus, pour continuer la construction de son cerveau, qu'il va donc faire à l'air libre, une fois sorti du corps de la mère, c'est-à-dire dans la rencontre avec l'environnement. Et dans l'environnement, il y a tout ce qu'on veut. Il y a l'environnement biologique, il y a l'environnement écologique, il y a l'environnement atmosphérique, il y a l'environnement social, l'environnement culturel. Enfin bon, je m'excuse d'insister là-dessus, mais il y a aussi l'environnement relationnel. On ne peut pas tout à fait en faire abstraction quand même dans le développement des enfants. Comment ? Eh bien, pas tout à fait quand même. Et dans ce cas-là, ça me plaît ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, je voudrais quand même le dire. Voilà, donc cet environnement, ça veut dire que le XXe siècle a été le siècle de la découverte de la génétique et que le XXIe siècle sera probablement le siècle de la découverte de l'épigénèse, c'est-à-dire la manière dont l'environnement a une influence, non pas sur les gènes qu'on a, on a ce qu'on a, mais l'environnement régule, sans doute, on commence à le démontrer, on commence à le savoir, régule le fonctionnement de tel gène ou l'inhibition de tel autre gène. Donc au moment où on se commence à vraiment comprendre comment il y a une relation très très forte entre les facteurs du dedans, la part personnelle du bébé, y compris sa part génétique, et les facteurs du dehors, l'effet de l'environnement, on veut nous ramener vers des modèles linéaires, neurodéveloppementaux, purement endogènes, qui n'ont aucune chance de traduire la complexité, une petite complexité. Vouloir dire que le développement de la vie mentale est purement endogène, purement neurodéveloppemental, c'est une véritable escroquerie de la pensée. Alors, j'ai bientôt fini, rassurez-vous, mais vous voyez, en pédopsychiatrie, ce n'est pas les problèmes qui nous manquent. Si, bien sûr, en termes quantitatifs, on pourrait dire il nous faut plus pour penser l'accueil de la petite enfance, il nous faut plus pour penser la scolarisation précoce, il nous faut plus pour penser l'autisme, surtout avec ce qu'on dit en ce moment, il nous faut plus pour penser l'hyperactivité, il nous faut plus pour penser les tentatives de suicide en sortie de préadolescence, etc., etc., bien sûr. Mais je crois que ce qui est intéressant dans l'initiative ici, c'est qu'on n'est pas que dans la question des moyens, on est dans la question du qualitatif et de l'organisation des choses. Parce qu'à partir du moment où on fait la place à un modèle polyfactoriel pour tout ça, de dire que le développement de l'enfant avec les troubles du développement, c'est à la rencontre, c'est à l'interface des facteurs internes propres au bébé et des facteurs externes propres à l'environnement, on est forcément amené à demander des prises en charge pluridimensionnelles et des organisations transdisciplinaires. Et dans le 14e, où j'ai longtemps travaillé, avant d'être à Necker, je travaillais à Saint-Vincent-de-Paul, il y a eu une expérience très intéressante qui avait été menée par Michel Soulet sur le secteur unifié de l'enfance, qui permettait de faire travailler ensemble des gens qui parlent tous du même enfant,
mais qui sont dans les organisations feuilletées. Feuilleté, c'est le mot qu'a employé mon prédécesseur, il est encore bien gentil parce que ça fait penser à la pâtisserie sucrée et agréable. Mais feuilleté, c'est le clivage aussi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs secteurs. On a le secteur pédopsychiatrique, on a le secteur scolaire, on a le secteur social, on a le secteur social. Et comme pour parler d'un enfant, on n'a même pas la même... voilà. Donc là, il faut absolument pouvoir revenir à une coordination, à la raison, et se rappeler que ce n'est pas simplement une question de bonne volonté, c'est parce que l'enfant lui-même est porteur d'un risque de clivage. C'est-à-dire que là, c'est facile d'être dans une salle du Sénat pour dire tout ce qu'on pense de bien de l'enfance, bien sûr. Et l'enfant nous pousse à ça, et c'est très bien. Voilà. Mais seulement l'enfant, il est aussi porteur d'un certain... Il a un pouvoir aussi de cliver. C'est-à-dire qu'il fait que les gens se rassemblent et en même temps, il y a aussi dans le fonctionnement psychique même de l'enfance et des bébés en particulier, des forces de clivage auxquelles il faut qu'on résiste. Alors cette initiative, elle est formidable parce qu'elle est à l'interface, elle essaye de lutter à la fois contre ce qui vient de l'environnement et qui nous amènerait au feuilletage historique, et à la fois ce qui vient de l'enfant et qui nous amène, qui est porteur d'un risque de clivage interne. Si on peut tous ensemble faire du transdisciplinaire et avoir effectivement une instance qui soit force de vigilance, force de proposition et force de coordination, eh ben c'est formidable. Et même l'université s'y joindra. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous passons la parole à Jackie Israël. Donc Jackie Israël, vous êtes pédiatre à Paris, pédiatre et néonatologiste. Donc, membre de l'association Échange pédiatre de ville et pédiatre hospitalier pour créer des réseaux ville-hôpital. Vous travaillez beaucoup en maternité sur la relation parent-enfant, l'enfant dans sa globalité, de la naissance à l'adolescence. C'est à vous. Merci. Oui, je vous remercie de me donner la parole. C'est très difficile de parler après toi, Bernard, puisque tu as parlé de l'influence de l'environnement et de ce concept qui est extraordinairement important, mais qui joue pas simplement sur l'expression psychique des gènes, mais aussi sur l'expression, j'allais dire, physiologique des gènes, notamment sur la santé. Et le pédiatre est finalement garant de la santé, du bien-être de l'enfant en devenir, de la naissance à 18 ans ou 16 ans, puisque la majorité est à 16 ans. Et je pense que votre initiative est intéressante, puisque vous avez parlé tous du maillage horizontal. Moi, je pense que le pédiatre est une sorte d'interface entre l'enfant en devenir, ses parents, et la société. Et à l'heure actuelle, il y a de gros dangers, et le danger des avancées scientifiques en médecine, qui font qu'on ne voit pas l'enfant dans sa globalité, mais qu'on le voit effectivement de façon, j'allais dire, en pièces détachées, un poumon, un os, le cerveau, le cœur, et que l'enfant, c'est pas ça du tout, que ce soit sur le plan de la santé physique ou sur le plan de la santé mentale. Et je pense que le pédiatre est finalement, il est présent, très présent dans la petite enfance, mais il n'est pas présent chez le jeune enfant, il n'est pas présent chez l'adolescent. Et là aussi, il faudra interpeller les instances ministérielles, puisque on met l'accent sur la petite enfance, mais ce sont des actions totalement décousues, que ce soit au niveau de la PMI, la pédiatrie de ville, la pédiatrie hospitalière. Quand un enfant est très malade, il est pris en charge par l'hôpital, et finalement, il n'a plus de suivi normal à l'extérieur, ce qui est un peu dommage. Et on oublie que finalement, son bien-être physique et psychique seront les garants de ses conduites futures en préadolescence et en adolescence. Alors, Bernard fait souvent des exposés sur le fait qu'il n'y a plus de phase de latence. Il y a un gros problème à l'heure actuelle, c'est que tous les stades qu'on a décrits au niveau des enfants sont en train de changer. Alors, le bébé, quand il naît, c'est déjà un Einstein en culotte courte. D'ailleurs, ils vont à l'école avec des couches maintenant. Enfin, ils les remettent à la maison. Il y a un gros décalage. De 6 à 10 ans, il n'y a plus de phase de latence puisque les garçons, les filles sont très,
très excités par toutes les informations qu'ils reçoivent, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et la préadolescence, c'est plus à 11-12 ans, ça commence à 8-10 ans, et Bernard décrit souvent le nombre grandissant de tentatives de suicide avant 10 ans, alors que ça n'existait pas il y a 30 ans. Donc, il y a d'un côté de formidables avancées sur la prise en charge des maladies, il y a des greffes de moelle, il y a tout ce qui est technique, tout ce qui est scientifique, c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, tout ce qui est l'enfant en tant que personne, ça devient de plus en plus difficile à appréhender dans la mesure où on arrive un peu trop tard. Ce qui m'a frappé, moi, en tant que pédiatre, c'est les décisions gouvernementales en septembre sur la prise en charge des conduites addictives des adolescents. Et je me dis, on arrive trop tard. Et votre initiative, notre initiative, puisque j'en fais partie et que je militerai dans ce sens, de prendre l'enfant dans sa globalité, dans son horizontalité, dans sa verticalité, dans son développement, son bien-être physique et psychique, je pense que c'est quelque chose de fondamental et il faudra revoir aussi, en ce qui me concerne, au niveau des pédiatres et des médecins généralistes, l'interface entre les pédiatres et les généralistes, le fait que le nombre de pédiatres diminue, mais qu'il faut les utiliser autrement, et qu'il faudra peut-être aussi travailler en réseau avec des médecins généralistes, même si on est moins nombreux, mais je pense qu'on pourra être utilisé mieux, et de créer aussi des réseaux ville-hôpital pour que les gens de l'hôpital sortent en ville et que les gens de ville aillent à l'hôpital pour que nous soyons tous compétents et qu'il n'y ait pas de gabégie de moyens, mais qu'il y ait de meilleurs résultats. Voilà. Bien. Et oui, merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, nous allons entendre Evelyne Sirmarin, donc, qui est magistrate, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. Donc, vous défendez l'éducatif, l'accompagnement avant donc, le répressif. Je suis aussi membre de la Ligue des droits de l'homme, c'est pas sans importance. Rapidement, j'essaye de tirer le fil entre ce qu'on avait fait à Pas de zéro de conduite et aujourd'hui. Le fil, c'est qu'à l'époque, il y avait eu la loi prévention de la délinquance et la loi égalité des chances. Alors 2006, la loi égalité des chances, 2007, la loi prévention de la délinquance, on n'était pas du tout d'accord. Parce que finalement, toutes ces lois, c'était 3 idées, 3 paradigmes, peut-être plus. C'était l'idée que il y avait une parabole du Karcher, que ce soit dans la justice, dans l'aide sociale, dans l'éducatif. Eh bien, c'était très simple. On isolait les mauvais sujets et puis on s'occupait des bons. Voilà. C'était ça, toutes ces lois, et y compris évidemment dans la justice, avec l'idée qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était la répression pour les mineurs délinquants. La deuxième idée qu'on avait un petit peu tous, c'était un petit peu la magie, enfin des solutions magiques. Hein. Alors il y avait pour tous vos secteurs pédopsychiatriques, la Ritaline, les médicaments, etc. Pour nous, la justice, la prison bien sûr, hein, pas d'autre solution pour les mineurs délinquants. Et cette espèce de magie des solutions, de la recherche du résultat, on s'était vraiment battu contre ça. Et puis aussi la disqualification des professionnels. Les juges des enfants, aucun intérêt. Les juges des enfants, ils étaient tous des angelots, des droits de l'homiste, etc. Les éducateurs, pas besoin, il valait mieux des gardiens de prison. Je grossis un peu le trait, c'était quand même ça. Hein. Il y a eu 15 lois comme ça dans la justice, ça a duré pendant 11 ans. Et c'est vrai qu'on a tous l'espoir d'avoir d'autres indicateurs pour s'occuper des questions de l'enfance délinquante en ce qui concerne la justice. Alors, je voulais simplement dire en deuxième point que, je vous rassure, j'en ai 3 des points, c'est tout. En deuxième point, que quand on est magistrat, moi j'étais juge des enfants, maintenant je suis un juge pénal, c'est-à-dire que je m'occupe des délinquants majeurs. Ce qu'on voit, c'est que les mineurs ne sont pas des poissons hors de l'eau, hein. Les mineurs délinquants ne sont pas des poissons hors de l'eau. On regarde les dossiers personnalités dans les dossiers pénaux, en correctionnel, aux assises. On a des enquêtes de personnalité, des examens psychiatriques, des expertises psychologiques. Qu'est-ce qu'on voit ? Mais dans la majorité des cas, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, un mineur délinquant ou un adulte délinquant, d'ailleurs, c'est une famille bien souvent qui relève de l'aide sociale.
c'est souvent les décrocheurs, éducation nationale, c'est souvent aussi des familles complètement brisées par de la maladie mentale, avec des tentatives de suicide, soit des mineurs, soit des parents. Donc, on fait nécessairement le lien, quand on est magistrat, entre tous ces sujets. On ne peut pas considérer que la justice des mineurs, et d'ailleurs celle des majeurs, est quelque chose de hors sol, et qui ferait que d'un seul coup, ça arriverait comme ça. Les gens sont délinquants, et puis ça vient de nulle part. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité de nos dossiers nous montre qu'il y a une nécessité de coordination entre les différents secteurs. Quand on est juge des enfants, on voit que les mineurs auxquels on a affaire, parmi les mineurs délinquants, je fais une petite parenthèse, il y a 4 millions de mineurs, il y a 81 000 condamnations par an, c'est-à-dire un mineur sur 50 qui relève du juge des enfants au point de vue délinquance. On n'est pas non plus dans l'hystérisation de la délinquance des mineurs. Et 4 mineurs sur 5 qui ont affaire au juge des enfants ne récidivent pas. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important à dire. Donc quand on entend les médias nous citer tel cas de mineur en Auvergne ou ailleurs qui fait que personne ne sait quelle recette il faut appliquer parce que c'est quasiment un fou furieux, un monstre, etc. Non, c'est pas ça la délinquance des mineurs. La délinquance des mineurs, c'est une réussite quand même dans 4 cas sur 5, c'est-à-dire, enfin la délinquance, les juges des enfants qui traitent de la délinquance des mineurs. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a nécessité quand même d'une grande coordination de ces secteurs parce que on voit que quand on est juge des enfants, on a beaucoup de mineurs qui ont aussi affaire aux urgences psychiatriques, très souvent par exemple, et qu'on ne peut pas traiter les problèmes indifféremment les uns des autres. Alors, troisième point et dernier point, c'est pour ça que je crois qu'il faut effectivement, ça sera extrêmement intéressant de créer ce Conseil national de l'enfance. Pardon. Ce conseil, c'est toujours intéressant, je suis devant plein de psys, alors là vraiment extraordinaire. Conseil national de l'enfance, parce que bon, il y a déjà beaucoup d'autorités interministérielles, certes, et de nombreux conseils en France qui relèvent du Premier ministre, mais ça serait tout à fait intéressant, par exemple, pour traiter 3 problèmes que je vois et auxquels nous, on a affaire, nous les juges. La question des contrôles d'identité, par exemple, qui vraiment fait l'objet de débats récurrents auprès du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Justice. Bon, on sait très bien que c'est essentiellement les jeunes qui ont affaire à la police, au contrôle d'identité, que ça pose véritablement des problèmes de lien social, que vous savez très bien quand c'est toujours les mêmes mineurs, même jeunes majeurs qui sont contrôlés, ça pose vraiment des problèmes de lien social, notamment dans les quartiers. Donc, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme, on est très inquiet sur ces questions de contrôle d'identité récurrents. Deuxième question qui pourrait vraiment peut-être trouver des solutions dans ce Conseil national de l'enfance, c'est évidemment les mineurs isolés étrangers. Ça fait des années que ça dure. On a des gamins qui sont effectivement complètement sur le carreau à Paris, expulsés d'hôtels où de toute façon on ne s'occupe pas d'eux. C'est que le gîte et le couvert, avec vraiment des politiques qui posent problème parce que ces jeunes sont de toute façon remis à la rue. Troisième problème qui est vraiment un problème assez grave aussi, le problème des jeunes majeurs qui sont pour la justice quand même des mineurs jusqu'à 18 ans qui non seulement acceptent d'être aidés par les éducateurs, la justice des mineurs, le juge des enfants, mais qui demandent cette aide éducative. C'est quelque chose d'absolument tout à fait inhumain de voir qu'à 18 ans, il y a un coup près et c'est terminé, il n'y a plus d'aide aux jeunes majeurs, alors que ces gamins qui ont eu des difficultés, qui sont souvent dans des familles très très compliquées, demandent à être aidés et encore une fois, il y a des résultats avec ces gamins-là. Donc je vois par exemple ces 3 sujets, ce sont des exemples parmi d'autres, mais dans mon champ qui pourraient tout à fait relever de cette interdisciplinarité de ce Conseil national de l'enfance. Voilà. Merci. Oui. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Jean-Louis Auduc. Jean-Louis Auduc, alors vous êtes professeur d'histoire, professeur agrégé d'histoire. Vous êtes aussi ancien directeur adjoint de l'UFM de Créteil et chargé de cours à Paris-Ouest Nantes. Vous travaillez sur la lutte contre l'échec scolaire, sur la relation famille-enseignant à l'école, et notamment sur comment créer des espaces, aménager des espaces, des accueils pour les familles et les parents, et les enseignants,
et aussi pour comment redonner de la fierté à ces élèves et à ces familles, redonner de la fierté et de l'espoir. Donc merci à vous d'être là et c'est à vous. Ben, écoutez, vous m'avez fait beaucoup d'honneur à me faire intervenir en tant que professionnel de l'éducation nationale dans votre conférence. Je soutiens totalement votre initiative concernant la cohérence des politiques éducatives et je crois que en tant que professionnel de l'éducation nationale, on a beaucoup à apprendre, beaucoup à écouter, effectivement, parce que pour moi, l'école n'est pas un sanctuaire à l'abri des réalités extérieures et je crois que c'est important de le rappeler. Je vais aborder un certain nombre de points rapidement. Le premier, c'est que je crois que c'est un véritable enjeu et un véritable défi que la cohérence des politiques de l'enfant. Il faut cesser de découper le jeune en tranches de salami selon le moment où il se situe dans sa journée, dans sa scolarité. Je veux dire, le proverbe africain le dit bien, il faut tout un village pour élever un enfant, il faut toute une série de compétences des acteurs pour effectivement éduquer un enfant. Ça signifie réfléchir à tous les enjeux, des inégalités diverses qui peuvent se produire et je dirais qu'au niveau des gardes de la petite enfance, des crèches, il y a à l'heure actuelle un certain nombre d'études qui montrent que des inégalités se construisent dans ce domaine-là. Et il faut être conscient, l'école peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout toute seule. Et c'est mon deuxième point, une politique de cohérence, elle doit reposer sur un certain nombre de valeurs communes. Pour moi, la première des valeurs, et je reprends ça à des mouvements pédagogiques présents dans l'Assemblée, c'est de dire que tout enfant est capable et qu'il doit être nécessaire de le pousser au maximum de ses potentialités. La reconnaissance de la capacité de tout enfant à progresser, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une volonté d'affirmation effectivement de l'éducabilité de tous et qui pour moi est contradictoire avec des politiques que je me permets de qualifier d'évaluationnistes, parce que nous souffrons effectivement d'une course à l'évaluation qui fasse qu'on ne réussit dans notre pays que si certains échouent. Nous sommes le seul pays où un diplôme, une qualification, une connaissance est discrédité quand trop de personnes la possèdent, c'est-à-dire que ce qui fait la valeur d'un élément, d'une qualification, c'est le nombre d'échecs. Là, il y a un véritable enjeu des valeurs communes sur un territoire, à l'intérieur de l'école, comme dans l'ensemble du mouvement associatif. Et je pense notamment à un travail que nous devons mener avec le mouvement sportif sur ces questions pour qu'il n'y ait pas une attitude schizophrène, course à l'extérieur dans des compétitions et puis refus dans le domaine scolaire. Troisième enjeu, c'est la place des familles. Il faut effectivement ne pas laisser les familles, comme je l'ai écrit, sur le trottoir de l'école, reconnaître qu'un certain nombre de familles sont plus démunies que démissionnaires, donc combattre toute cette idéologie qui fait reposer sur la famille un certain nombre d'échecs. Il y a là un véritable enjeu, ce qui veut dire donner du sens à la communauté éducative. Vous le rappeliez, je suis pour que dans l'espace scolaire, il y ait un espace pour les parents, un espace pour les enfants et les jeunes, comme un espace pour les enseignants. La construction et la co-construction, elle passe par le fait qu'ils sont légitimes dans l'espace en tant qu'acteurs, les jeunes, les enfants et les jeunes, la famille. Et quand je parle des enfants, c'est la reconnaissance dans la diversité pour un futur vivre ensemble, filles comme garçons. Mais ça signifie de définir
je dirais, l'école, mais l'ensemble des acteurs dans une démarche de bienveillance et de bien-être. Je crois que c'est un mot important. Moi, je me bats pour une école bienveillante. Je suis pour qu'un territoire soit bienveillant par rapport au bien-être pour tous et pour chacun. Et dans ce domaine-là, l'intégration des enfants en situation de handicap, c'est non seulement dans l'école qu'il est à construire, c'est aussi dans l'ensemble des espaces d'un territoire, qu'ils soient culturels, sportifs ou sociaux. Il y avait, il y a quelques jours, dans un grand journal du soir, un article sur les 6500 enfants et jeunes adultes qui, faute de place en France, se trouvent dans des centres en Belgique. Je pense que ce constat qui a été fait, c'est un constat effectivement d'une absence de politique cohérence qui laisse sur le bord du chemin les plus fragiles. Et en conclusion, je pense qu'il faut avoir une démarche qui soit de faire avec, c'est-à-dire une démarche participative des acteurs et non pas une démarche verticale pour, parce qu'avec les meilleures intentions, s'il n'y a pas une appropriation collective du vivre ensemble des enjeux, on risque d'échouer. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui m'intéresse dans votre initiative sur la cohérence, c'est une démarche participative qui fait de chacun, les professionnels, les familles, les enfants et les jeunes, des acteurs de leur avenir. Pour moi, c'est extrêmement porteur d'espoir. Merci. Merci Jean-Louis Auduc. Donc, juste avant de passer la parole aux journalistes, donc effectivement, une démarche avec les enfants aussi, les parents, les familles, toutes les associations ici présentes, les élus également. Donc, sachez que nous avons déjà eu des contacts d'associations, d'élus, de familles, de personnes, quoi. Donc, pour s'associer à notre projet. Donc, nous grandissons, nous avançons toujours plus nombreux. Et vous pouvez aussi nous suivre donc, sur les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et la page du blog qui est cep-enfance.blogspot.fr. Donc, je conclurai par... Karine avait présenté quelques mots de Ariane Mouchkine lors de ses vœux 2014. Alors, moi, je dirais ces quelques mots d'Ariane Mouchkine qui est « Entrons sur ce chantier, pas besoin de violence, de cris, de rage, pas besoin d'hostilité, besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. Nous, en l'occurrence, sommes l'État. » Donc, voilà ce que nous dit Ariane Mouchkine, nous sommes l'État. C'est à nous, donc nous exigeons cette politique de l'enfance. Les miettes, ça suffit, construisons-la maintenant. Voilà. Donc nous allons passer la parole aux journalistes. Les questions. Est-ce que les journalistes peuvent se signaler et puis d'autres? Bonjour, je suis Michel Foin, journaliste pour la Gazette des Communes et le Courrier des Maires. Est-ce qu'il y a des représentants des collectivités locales qui se sont manifestés ou comment les avez-vous abordés, que ce soit des associations de grandes villes de France, etc. Et comment ont-ils reçu votre projet ? Parce que je n'ai pas vu de représentants de collectivités locales dans la liste, hormis un syndicat. Vous assistez aujourd'hui au lancement, c'est-à-dire à la présentation publique du projet. Les collectivités, toutes les collectivités ont été informées et tout a été livré dans les derniers jours. Donc tout le monde est à un moment où il reçoit l'information et le travail commence. Il y a une dame qui veut parler là-bas, mais je vous dirais juste que dans la communauté où je travaille, et le Conseil général du Val-de-Marne, c'est très bien reçu. Ça a un très fort
un très fort retentissement, puisque c'est déjà un travail qui se fait à peu près comme ça, enfin déjà dans certains endroits. Donc bien sûr, dans ces endroits-là, c'est très bien reçu. Voilà. Si je peux juste rebondir sur votre question. Donc moi, je suis membre d'un collectif au niveau de la métropole lilloise et je suis également fonctionnaire, je suis adjointe d'animation et c'est mon élu qui est adjointe donc, à la petite enfance dans une petite commune de moins de 10 000 habitants qui m'a donné l'autorisation de venir pour justement avoir les informations et soutenir un peu la cause. Voilà. C'est très bien reçu. Pour compléter, nous avons diffusé l'information auprès de l'ensemble des délégations du CNFPT et nous avons eu des retours de certaines délégations nous demandant comment pouvait-il faire connaître ce mouvement. Docteur Marie Bonafé, je suis responsable présidente de l'association Accès Lire à Bébé, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations, qui est membre depuis longtemps du collectif. Je veux juste dire très brièvement, ce n'est pas un oubli parce que ça a été très important dans l'action jusque-là menée, c'est le problème de la culture. Nous nous sommes fondés en 79 exactement, sur l'initiative essentielle du professeur René Diatkine, qui a dit qu'en France, on négligeait un peu trop le réseau des bibliothèques. Et c'est très, très développé. Donc, parmi tous les secteurs concernés, je crois qu'il est très, très important de ne pas oublier la dimension culturelle et qu'il y a maintenant des villes, des régions, le 93, la ville de Brest, Montpellier énormément, qui font maintenant des projets livrés bébés, qui sont des lieux de cristallisation et de rencontre de l'ensemble des personnels sur des projets heureux et qui permettent en effet un lien tout à fait important qui va se développer plus dans d'autres pays anglo-saxons, par exemple. C'est bien qu'il y ait l'école maternelle, c'est une chose tout à fait importante, mais cette action individuelle pour la lecture, il ne faudrait pas que ça se développe, surtout dans les milieux déjà lecteurs. Et beaucoup d'initiatives, notamment les acteurs de Zéro de conduite, font que les projets se font beaucoup en France, dans les quartiers en difficulté. Voilà. Donc, je voulais qu'on n'oublie pas la dimension culturelle, et je sais qu'on ne l'oublie pas, mais ça n'avait pas été mentionné. Voilà. À travers le réseau des bibliothèques essentiellement. Bonjour, Estelle Sintas, Info Bébé et Info Crèche. Je voulais savoir quelle était la suite des événements. Donc, vous avez dit que vous avez envoyé une lettre au président de la République, c'est ça? Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite des événements? Nous l'interpellons dans cette lettre. D'ailleurs, vous avez pu en avoir connaissance puisqu'elle a été diffusée avec le dossier de ce matin. Vous pouvez la voir sur le blog aussi. Et nous lui rappelons ses engagements de candidat à la présidence de la République et nous lui demandons de créer cette instance interministérielle qui dépendrait du Premier ministre. Ça nous paraît important. Et de valider donc le CNE, le Conseil national de l'enfance. Voilà. Et donc l'articulation CNE et instance interministérielle dépendant du Premier ministre. Voilà ce que nous lui demandons. Le calendrier, c'est-à-dire que ça va dépendre de sa réponse. Là. Nous, on attend sa réponse. Là. Je veux bien ajouter peut-être, Pierre Suesser, je suis du syndicat national des médecins de PMI et aussi de Pas de Zéro de conduite. Je crois que ce qu'on souhaite, c'est bien sûr, il y a cette interpellation des pouvoirs publics, président de la République, puis nous avons écrit à l'ensemble des ministères concernés, 10 ministères. Vous voyez, il y en a quand même pas mal autour de la question de l'enfance, enfin, qui ont à voir avec la question de l'enfance. Nous avons aussi écrit à l'Association des maires de France, à l'Association des départements de France, puis on va continuer à écrire plus largement. Mais on ne va pas s'en tenir à une seule interpellation du bas vers le haut. Mais comme ça a été dit à la tribune,
on va lancer des choses. On va construire nous-mêmes ce qui doit être construit, puisque c'est construire ensemble la politique de l'enfance, c'est pas construisez la politique de l'enfance, notre appel. Construire ensemble, et donc dans les semaines qui viennent, on va, suite à ce lancement, qui était déjà un travail important, réfléchir à prendre des initiatives partout où c'est possible en région, pour qu'il y ait des débats avec l'ensemble des acteurs qui sont intéressés à ces questions de coordonner, articuler, réfléchir ensemble à la politique et aux pratiques en direction des enfants et des adolescents. On va le faire. Bon, on va le faire à notre rythme, comme on peut, mais notre ambition, c'est pas simplement, bien sûr, c'est d'obtenir que ces instances se mettent en place, mais c'est aussi d'ores et déjà de continuer ce qui existe, mais de lui donner une visibilité par un certain nombre d'initiatives qu'on sera amené à prendre et qui seront rendues publiques au fur et à mesure. Je représente la revue Enfance majuscule et Enfance majuscule Île-de-France. Je vais faire un compte-rendu de cette réunion pour notre site. Est-ce que vous acceptez que nous publions aussi la totalité de l'appel? Oui. Voilà. Oui. Ah oui, je préfère demander. Hein. Oui, une question peut-être un peu provocatrice. Le conseiller interministériel à la jeunesse donc, a mis 1 an à être nommé, plus d'1 an, comme vous l'avez stipulé dans votre dossier de presse. Quelles sont vos forces, vos moyens pour que de votre côté, ce comité interministériel à l'enfance puisse voir le jour, et qui plus est auprès du Premier ministre, puisque le délégué interministériel à la jeunesse dépend de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Comme vous l'avez très bien précisé, nous, évidemment, on ne peut que se réjouir de la nomination de ce délégué interministériel, qui est plutôt une avancée, puisque, effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait rien sur le champ de la jeunesse et de l'enfance. Mais c'est bien que la jeunesse qui est visée dans ce délégué interministériel, c'est-à-dire les 16-25 ans, et il est rattaché au ministère des Sports, de la vie associative et de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de coordination qu'on pourrait imaginer d'une délégation interministérielle. Donc nous, notre ambition est, on va le dire, on va oser le dire, est plus importante, c'est-à-dire que c'est d'une ambition que ce soit rattaché directement au Premier ministre et avec une vision plus globale, c'est-à-dire qui n'est pas cantonné aux 16-25 ans, mais bien sur la prise en charge de l'enfant de 0 à 18 ans. Voilà. Donc après, la question qui pourra se poser, c'est comment articuler ces différentes instances. Et l'enjeu, c'est pas de dire elles sont pas exclusives l'une de l'autre. Il y a certainement des choses à faire spécifiques dans le champ de la jeunesse, mais nous, notre ambition, c'est vraiment bien d'être au-dessus. Parce que pour vous donner un exemple très concret, quand il y avait eu le livre vert de Martin Hirsch sur la jeunesse, et qui était censé rassembler, lui, en tant que haut-commissaire, tous les champs de la jeunesse, on a vu combien étaient complètement absentes la santé et la justice, par exemple, alors même qu'il était rattaché au Premier ministre. Donc je ne sais pas, j'espère pour le nouveau délégué interministériel qu'il arrivera à fédérer toutes ses forces, mais on a bien vu à ce moment-là, en tout cas il n'y a donc pas si longtemps, combien c'était compliqué de coordonner tous les ministères et toutes les politiques. Bonjour, Gaëlle Garnalec-Lévy, magazine Parents. Moi, je voulais savoir comment vous aviez perçu le rapport Terra Nova, à la fois sur ce qu'il préconisait quant à la teneur éducative des modes d'accueil, sur la prévention précoce et ciblée, enfin voilà, sur ces... Je suis désolée, c'est une question ouverte et qui normalement appelle des réponses un peu complexes, mais bon, voilà, à vous de jouer. Pierre, allez-y, une réponse sur ce rapport Terra Nova. Oui. Écoutez, il y aurait utilité à ouvrir un débat plus large que ce qu'on peut faire lors de cette conférence de presse, mais on peut quand même dire que, bon, on partage tout à fait la question de départ, qui est comment lutter contre les inégalités entre les enfants au plus tôt, mais ensuite... il y a une approche dans le rapport de Terra Nova. Alors sur le plan, si vous voulez, des mesures sociales, on peut tout à fait discuter de quelles mesures il faut prendre. Aujourd'hui, vous savez que le gouvernement est en train de réfléchir à la réforme du décret
Morano sur les crèches, que dans le cadre de cette réforme, plusieurs hypothèses s'ouvrent au gouvernement. Une serait d'élargir la législation qui permet de réserver des places dans les crèches pour des enfants dont les parents sont en parcours d'insertion. Je ne sais pas si c'est la voie que le gouvernement va choisir. Ça existe dans la législation, c'est possible. Une autre mesure qui semble tenter actuellement le ministère de la Famille, mais je sais que le collectif Pas de bébé à la consigne est en discussion et puis d'autres acteurs sont en discussion avec le ministère, serait d'élargir les possibilités d'accueil en surnombre pour réserver ces accueils à des enfants de familles en situation sociale difficile. Moi, il me paraît que ce n'est pas une très très bonne solution de jouer encore sur le surnombre, mais voilà, il y a des débats comme ça. Le rapport Terra Nova est un élément là-dessus. Et puis il y a dans le rapport Terra Nova d'autres aspects qui sont plus sur l'approche de la prévention et de l'éducation des tout-petits. Et quand on parle d'éducation, et d'autres que moi pourront peut-être en dire aussi un mot, il faut être à la fois très très prudent parce que en même temps, on veut offrir un environnement le plus riche possible aux enfants et en même temps, on sait que les risques de surstimulation précoce peuvent avoir des effets tout à fait délétères. Il est proposé de mettre en place des programmes de stimulation langagier un peu standardisés, stéréotypés. On n'a pas le temps d'en discuter là, mais on est un certain nombre à penser que c'est probablement pas comme ça qu'on aide au mieux les enfants. Puis là aussi, tout à l'heure, on parlait de disqualification parentale. Il y a toute une série de choses qui proposent de répliquer des exercices de langage à la maison par les parents, des choses très artificielles. Il y a vraiment matière à débat. Peut-être aussi Sophie Graillat. Sophie Graillat, DUI France, Défense des enfants internationale. Je souhaitais appuyer la démarche dont nous sommes partenaires, comme toutes les organisations présentes ici, en mettant l'accent peut-être sur 3 points. Le premier point, c'est que nous avons su tous ensemble dépasser nos logiques institutionnelles, nos cultures propres d'association pour travailler ensemble avec un horizon commun qui est l'intérêt de l'enfant au présent et l'intérêt de l'adulte qui va devenir dans le futur. Ce que nous appelons, nous, plus généralement, l'intérêt supérieur de l'enfant, en reprenant un terme de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous promouvons. C'est particulièrement important et je voudrais rapprocher cette initiative collective d'une autre initiative qui est tout à fait dans le même esprit, qui s'est intitulée, elle, Agir ensemble pour les droits de l'enfant, qui rassemble plus de 40 organisations, dont beaucoup ici sont présentes dans ce collectif-là, et collectif qui s'est constitué avec un objectif de produire un rapport collectif sur les droits de l'enfant pour le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Et au-delà de la production du rapport, nous avons aussi tout de suite décidé qu'il fallait avoir une action pour renouer le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics. Et c'est ce que nous avons fait savoir au Palais Bourbon le 21 novembre dernier. Donc c'est tout à fait cohérent. Et nous disons aussi aux pouvoirs publics, laissez vos cultures institutionnelles vos divergences pour travailler enfin dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Précisément, le deuxième point, c'est que au-delà de la proposition d'avoir un Conseil national de l'enfance et une instance interministérielle de l'enfance qui sont particulièrement importants, je pense qu'il faudrait ajouter, mais nous ne pouvons pas le faire, nous, aujourd'hui, la nécessité d'une volonté politique de penser la politique dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je prendrai pour exemple une catégorie d'enfants qui est extrêmement maltraitée par les institutions en ce moment, qui sont les enfants dits roms ou qui vivent dans les bidonvilles. Vous savez qu'il existe une délégation interministérielle, la DIAL, dont le préfet Alain Régnier a été chargé de la mise en œuvre d'une circulaire signée par pas moins de 7 ou 8 ministres. Donc on est bien là dans une question de coordination interministérielle. Cette délégation fait un travail fantastique. Seulement, elle est rattachée au Premier ministre, seulement ce n'est pas elle qui, in fine, décide et tire les ficelles de quelle va être réellement la politique. Et jusqu'à présent, malheureusement,
le Premier ministre a toujours tranché, toujours dans le même sens, dans un sens qui n'est pas l'intérêt supérieur de ces enfants-là. Donc il faut réellement... Certes, nous ne pouvons pas décréter aujourd'hui, nos responsables politiques doivent avoir toujours en tête l'intérêt supérieur comme considération primordiale. Mais par contre, nous pouvons leur rappeler que c'est une obligation pour eux. C'est une obligation de l'État qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, que dans les politiques publiques, l'intérêt supérieur des enfants soit pris en compte de façon primordiale, ce qu'ils ne font pas pour tous les enfants aujourd'hui. Voilà. Le troisième point, je ne le développerai pas puisque Jean-Louis Auduc l'a très très bien rappelé. N'oublions pas que dans le construire ensemble, il doit y avoir les enfants et les jeunes. Merci. Il y avait une question sur les crèches, là, il semble. Il est en train de parler. Peut-être, si je peux me permettre d'intervenir, ce qui est clair, c'est que nous provoquons une prise de conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça et que les acteurs en première ligne auprès des enfants, que sont les familles, les professionnels et les citoyens de la vie quotidienne des enfants qui vont bien et des enfants qui ne vont pas bien, ont décidé de s'emparer d'outils, quels qu'ils soient, pour intervenir. Et qu'on est vraiment à un moment stratégique pour cela, où toutes les organisations convergent sur le diagnostic, sur le constat, sur les insuffisances, et sont prêtes à s'organiser, parce que depuis des années, et c'est ça qui a été dit en introduction, depuis des années, nous pratiquons maintenant concrètement la capacité de réfléchir ensemble, nous organiser ensemble et relayer sur des grands nombres d'organisations, donc d'adhérents, de partenaires, de réseaux. Si la réunion d'aujourd'hui se tient dans une enceinte officielle, c'est parce que l'action militante passe sur un autre registre. Et peut-être c'est ça que nous demandons aux journalistes de nous aider à répercuter. Pierre Garnier, pour le SNUIPP-FSU, on est un syndicat d'enseignants du premier degré. Et alors, effectivement, on veut prendre toute notre part dans l'alliance dont il est question aujourd'hui. On veut effectivement cette mobilisation entre professionnels, parents et pour la réussite des élèves. C'est le sens de notre adhésion à cet appel. Mais il y a peut-être deux ou trois choses que sur lesquelles je voudrais apporter un petit peu souligner le trait. Pour participer à la réussite de tous, en effet, on a besoin de considérer l'enfant dans sa globalité. Ça a été dit très souvent aujourd'hui. Mais un préalable, il nous semble, à la construction d'un travail en commun, c'est d'être renforcés tous dans nos professionnalités. Et ça renvoie évidemment aux formations initiales et continues que nous voyons comme devant être solides dans tous nos secteurs professionnels. Et alors, effectivement, coopération et solidarité, mais aussi action sous forme de regards croisés, de formations croisées, on l'a dit, de co-intervention peuvent constituer des leviers sur le terrain, des leviers pratiques dans nos secteurs respectifs et qui effectivement pourront permettre de donner corps à cette volonté d'œuvrer ensemble. Deuxième point, par rapport à ce qui se passe actuellement sur les territoires, on sait que des expériences éducatives fonctionnent, qui mettent en lien tous les partenaires. On sait que des partenariats fructueux considèrent l'enfant dans sa globalité. Elles doivent être, ça a été dit, autant d'occasions de permettre la construction de projets éducatifs globaux, ambitieux pour l'enfance et la jeunesse. Mais nous, on souhaite aussi vraiment mettre l'accent sur le fait que l'égalité sur le territoire
doit être à l'ordre du jour parce que c'est effectivement un problème qu'on voit souligné. Les évaluations de PISA nous montrent qu'effectivement, il y a des secteurs sur lesquels il y a vraiment un travail lourd à effectuer et montrent cette urgence à travailler ensemble pour lutter contre les effets délétères des inégalités. Jean-Louis Auduc l'a dit, l'école ne peut pas tout, toute seule. Donc effectivement, il est nécessaire de promouvoir la coéducation et de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, une dernière question et après on va arrêter. Donc, pour les journalistes, est-ce qu'on a répondu à... Oui? Bon, bah, c'est magnifique. Voilà, cette journée de lancement est lancée, n'est-ce pas? Et voilà, bravo à tous. Donc exigeons cette politique de l'enfance. Merci.